Bonjour à tous. Il existe déjà beaucoup de tutos pour apprendre le rider. Et ce que je vous propose dans cette série de 4 courtes vidéos va être un petit peu différent. Ça va pas être un cours de pratique du tarot, ce sera pas non plus une vérité absolue, mais plus une invitation à explorer les 4 familles des arcanes mineurs avec un regard un peu différent. Je vais tenter de démontrer comment une lecture peut être teintée d'une autre pratique sans dénaturer sa structure originale. Alors, ce ne sera pas un inventaire carte par carte, mais plutôt un portrait de chaque famille pour comprendre ce qu'elles peuvent nous raconter avec un prisme supplémentaire. Ma proposition, elle a surtout pour volonté de vous aider à trouver ou à affiner, à affirmer votre identité de lecteur. L'idée, c'est de venir vous donner envie d'aller chercher ce qui, dans votre parcours, pourrait enrichir et colorer votre lecture. Le Tarot Rider est né en 1909. Il a été pensé et conçu par Arthur Edward Waite, un occultiste, un érudit, membre de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, l'aube dorée en français, et les cartes sont illustrées par Pamela Colman Smith. C'est un jeu de cartes qui est peu ordinaire. Il a un système symbolique qui est nourri de kabbale, d'astrologie, d'alchimie. Il est un peu conçu comme une sorte de bibliothèque ésotérique traduite en images. Et ce qui le rend unique et si populaire, c'est que Waite a voulu que chaque carte, y compris les arcanes mineurs, raconte quelque chose, mais quelque chose visuellement, une sorte de narration visuelle. Chaque carte est pensée comme une sorte d'arrêt sur image d'une scène de vie. Et la volonté de Waite, c'est que n'importe qui, entre guillemets, puisse, en regardant une carte, entrer dans cette petite scénette à sa façon et y comprendre des choses. Et c'est exactement sur ce terrain que je vous embarque. Apprendre la structure du rider, ses symboles et ses correspondances, c'est la base. Mais au fil d'une pratique, il y a quelque chose d'autre qui se construit. Nos influences, notre propre référence, notre personnalité, mais pas que. Il y a aussi parfois la teinte de nos connaissances d'autres structures. Et elles viennent souvent enrichir notre matière intellectuelle symbolique. Je ne sais pas si c'est très joli de le dire comme ça, mais en tout cas, elles viennent teinter nos connaissances et enrichir notre manière d'entrer dans les cartes. 2 personnes formées à la même structure d'un même jeu, peu importe le jeu, ne liront pas forcément de la même manière. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de lire les cartes. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. On n'est pas dans une bataille, mais chaque personne développe sa couleur de lecture. Et dans cette série de 4 vidéos, c'est ma couleur que je vous propose d'analyser. Et ma couleur, elle est teintée, pour ceux qui connaissent la chaîne, elle est très fortement teintée de Yiking. Et si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on entre dans la famille des épées. La famille des épées, c'est celle qui coupe, qui tranche, qui dit la vérité. C'est pas toujours très agréable. Ça pique un peu. Ça peut faire mal. Et les épées, elles sont souvent redoutées dans un tirage. Et lorsqu'on regarde les illustrations, il y a de quoi. Il y a de quoi effrayer, faire peur. Mais c'est aussi la famille de l'intelligence et du discernement, de la communication, du verbe. Je vous ai pris 2 tarots complètement différents parce que je trouve que c'est bien parfois pour en saisir des petits détails qu'on ne voit pas forcément clairement sur un jeu en couleur. Quand je parle de verbe, je l'entends comme le verbe un peu comme la lumière du verbe, la parole, la vérité. Et comme toutes les vérités, ça peut être parfois bousculant. C'est aussi la famille
de l'intuition. Dans ma lecture, je l'associe, c'est pas très original, mais vraiment à une forme de révélation libératrice. Et les épées sont associées donc à l'élément de l'air. Dans le Rider, l'air, il n'est pas très doux. Les ciels, ils sont plutôt nuageux, agités. C'est souvent chargé en fait. Alors peut-être pas trop représenté dans cette dans cette édition, mais c'est assez chargé. Là, on voit même la différence. Les nuages sont un peu gris, là, ils semblent être un peu plus transparents. Alors, pourquoi l'air ? Parce que l'air, c'est aussi la pensée. C'est la pensée dans tout ce que ça représente de meilleur, mais aussi de pire. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Mais de manière générale, elle représente la vérité. Pas forcément la vérité confortable. Il n'y a pas vraiment de carte très optimiste, très joyeuse dans cette famille. Et on peut voir comme une forme de vérité réelle. En fait, on est vraiment confronté à quelque chose qui est réel, qui est subi parfois. On va tenter d'en trouver les explications. Mais en tout cas, elle permet de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. C'est donc la famille qui tranche, on l'a vu. Alors, elle le signifie très bien, la reine, la fameuse reine d'épée. Elle montre la direction et elle est prête à... Voilà, on tranche avec un oiseau qu'on pourrait imaginer être un aigle. Il y a aussi le cavalier. Alors lui, vraiment, il y va pour trancher, quoi. Mais en fait, elle tranche pas pour rien. Elle tranche pour enlever le voile. Le voile qu'on se met parfois sur les yeux. Il y en a une autre aussi, celle-ci. Dans 2 cartes, donc la 8 et la 2, les personnages ont les yeux bandés. Et je dirais presque que c'est aussi la famille qui vient un peu briser la carapace de protection. On va détailler celle-ci plus tard, mais quand je parle de carapace de protection, c'est celle qu'on se forge à mesure du temps et qui devient parfois un peu lourde à porter. Cette famille, elle nous demande souvent de nous mettre à nu et c'est pas toujours agréable. C'est pour ça aussi que on l'associe beaucoup à la carte de la justice. Cette famille, elle nous demande de comprendre quelque chose et de transmuter vers plus de réalité, d'ouvrir notre conscience, nos capacités de discernement et pour avancer avec équité. Et alors quand elles apparaissent dans un tirage, bon, c'est pas toujours très agréable, mais faut pas voir ça comme une forme de punition, de châtiment. Elles viennent plutôt éclairer parce qu'elles nous ramènent à une vérité à laquelle on n'a pas toujours envie d'être confronté. On n'a pas envie d'être confronté à cette vérité. Et dans le Yiking, cette famille des épées, elle résonne beaucoup avec le trigramme Xun. C'est l'élément du vent, mais le vent qui diffuse et qui pénètre. Et ce trigramme dit quelque chose de très juste. Ne force pas. L'élément du vent, ça pénètre vraiment doucement et progressivement, comme un souffle. Et l'air, il s'infiltre partout, absolument partout. C'est un besoin vital pour nous, êtres humains, et pour tous les êtres vivants. L'air est très important. Mais le mouvement du vent, de l'air, c'est quelque part de l'intériorisation. On prend
et on rejette. C'est là où je dis qu'il va partout, même dans des endroits où nous-mêmes, nous ne pourrions pas aller. Et il cherche la forme des choses de l'intérieur pour mieux comprendre et mieux redistribuer. Et c'est dans ce sens que ce trigramme me fait penser à cette famille des épées. C'est exactement ce que font les épées dans un aspect positif. Elles ne sont pas là pour détruire, mais pour pénétrer profondément, et elles vont là où ça fait mal, mais parce que c'est souvent là que se trouve la vérité. Dans le texte du Yiking, il décrit Xun comme une énergie de soumission. Alors, c'est pas la soumission dans le sens capitulation, mais plus au sens de s'adapter à ce qui est réel, plutôt que de bloquer sur ce qu'on voudrait voir de cette vérité. Et j'avais envie de vous... Alors, j'ai pris une petite citation du livre des mutations de Pierre Faure, parce que je trouve que ça définit bien l'élément Xun, et cet élément de l'air, du vent, pour moi, elle est clairement... oui, ça peut complètement s'associer à cette famille des épées. Toutes formes sont soumises à l'action du temps. Elles vieillissent, souffrent, s'écroulent, à moins qu'elles ne se métamorphosent. Xun, en fait, nous invite à avoir une destination, un cap. Et cette destination, elle ne se trouve pas comme ça. Elle se trouve en ayant les idées ultra claires. Et c'est ce que cette démarche des épées nous invite à mettre en place. Clarifier nos pensées, nos paroles, nos actes, se mettre en conformité avec nous-mêmes et prendre les choses en main. Xun, c'est le vent qui pénètre, on l'a vu, il vient de tous les côtés, de partout. Et c'est cette invitation à pénétrer dans les ressorts de notre inconscient, on le voit aussi avec le 4, qu'on arrive parfois à voir ce qui est caché. Et elle parle de ça, là, vraiment elle parle de ça, cette famille des épées. Beaucoup de cartes donnent l'impression d'un champ de bataille. Mais la bataille après la guerre, ou juste avant... pas après la guerre, mais juste avant que ça se termine. Vous voyez, là, tout est signifié. Là, les trahisons. Lui, on a vraiment l'impression qu'il y arrive, quoi. Il nous dit à l'attaque. Là, on a vraiment l'impression du chevalier. On voit encore là l'armure. C'est vraiment, je trouve, que ça donne ce sentiment, cette sensation d'entrée en guerre, de fin de guerre, en tout cas de bataille. Mais presque, moi j'y vois presque le moment d'une fin de bataille où tout n'est pas encore terminé, le temps comme ça est un peu suspendu, comme après un saut en parachute, on saute dans le vide comme ça, et puis on n'est pas encore détaché de l'élastique, qui a quand même un moment de flottement. Un peu comme l'atterrissage d'un avion, voilà, il est plus dans les airs, il vole plus, mais il arrive sur le tarmac comme ça, et il n'est pas encore tout à fait à l'arrêt. Et c'est vraiment ce sentiment que me donne cette famille. Dans ces cartes-là, on n'a pas vraiment, enfin à mon sens, dans ma lecture, on n'a pas encore pris complètement, dans certaines cartes, la mesure de ce qui vient de se passer. Et ça donne vraiment une impression d'urgence, même si les corps semblent au repos. On a l'impression que ça vient comme ça vient d'arriver, en fait. Il y a presque une idée de dernier souffle, avant de partir. Là, c'est vraiment... On a l'impression que ce personnage, il a demandé l'absolution avant de mourir. On voit là, au niveau des doigts, il fait un signe très connu des chrétiens. Alors, je vais vous la trouver
Voilà, là on la voit peut-être mieux dans le... Il fait un signe avec la main et ses doigts qui est très chrétien. Et cet état de... C'est la fin, mais voilà, vraiment ce dernier moment, ce moment de basculement où il se passe quelque chose, ça se termine, il se passe encore quelque chose. C'est la fin, mais pas complètement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. On le voit là aussi, sur la 5. Là, on sent qu'il y a du désarroi. C'est encore palpable là. Ils sont désolés là. On les voit, ils sont... je ne sais pas si vraiment ils se rendent compte de la scène du premier plan. Ils sont même plus là. Ils sont même plus dans... on est en train de nous voler quelque chose, quoi. Ils sont vraiment tournés sur autre chose. C'est assez palpable. Et le geste est en cours. Donc on sent qu'il y a une fin de bataille. Ça devrait être complètement terminé, mais c'est ce que je vous dis ce que je vous disais avec le 10, c'est pas complètement fini. On est sur le dernier souffle, le dernier mouvement qui vient mettre le point final de quelque chose. Et dans celle-là aussi, je trouve que c'est assez palpable. La 6, il est dans le mouvement. Il est entre la fin et le début de quelque chose. Voilà, ce moment comme ça, presque suspendu. Et je trouve que ça crée comme ça une tension d'équilibre. On le voit dans la 8, on le voit un peu partout. Hein. Là, c'est vraiment l'action qui... oui, comme je vous dis en introduction, des scènes de vie qui sont fixées, figées, des pauses, et quelque chose, vraiment, on est en flux tendu de quelque chose qui prend fin, mais pas, on est sur les derniers souffles de la fin, et quelque chose qui va émerger. Dans ces cartes, on n'a pas toujours pris la mesure de ce qui vient de se passer. C'est vraiment ce que ça me dit tout de suite dans cette famille, ce qui se révèle. Alors pourquoi je l'associe à l'hexagramme Xun ? Pour ce que ce voyage porte d'hésitation, de peur. C'est comme une forme de quête et d'errance. On est vraiment à vouloir conquérir quelque chose. Même avec lui, hein, on est prêt à la bataille, on est prêt à y aller, on veut conquérir quelque chose et en même temps, on est un peu dans l'errance, on est un peu dans l'hésitation sur ce chemin, dans les doutes. Ouais, comme une quête. Et parce qu'avant la tranquillité, il y a quand même tout un cheminement d'agitation, d'insécurité, de risque et de risque de se perdre, Et l'hexagramme Xun, il conseille d'accepter les situations dans leur réalité, dans ce qu'elles sont de vrai, pour justement éviter toutes ces déconvenues. Je voulais qu'on aille voir la 2 d'épée. Je vais vous la montrer sur les 2 jeux. On la lit souvent comme une carte de choix difficile, voire impossible. En tout cas, très compliqué. Les bras sont croisés sur le cœur, sur les poumons. Les yeux sont bandés. Et il est le dos tourné à la mer. On voit des rochers, on voit que c'est... Ça peut paraître être une mer calme, elle l'est, mais il y a quand même... On nous signifie quand même des petits rochers. Alors oui, il y a de ça un petit peu, le choix impossible. Mais quand on regarde la posture, c'est pas quelqu'un qui est en fuite. C'est pas quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui s'est délibérément mis en retrait du bruit, en retrait de l'agitation pour écouter autre chose. Le bandeau sur les yeux, c'est une invitation. On nous invite là à voir les choses autrement. Parce que souvent, la réponse, elle n'est pas en dehors. Elle est à l'intérieur. Comme une forme de souffle intérieur
donc celui de Xun, celui qui murmure comme ça, cette petite voix, la voix qui vient du souffle, et de ce qu'on sait déjà, mais qu'on n'ose pas encore forcément entendre ou affronter. Le 2, il peut nous demander, est-ce que tu as assez longtemps écouté ce qui se passe à l'intérieur, ou est-ce que tu étais trop focus sur l'agitation extérieure qui t'empêche de voir clairement la situation. Ne te laisse pas happer par la violence de la première vague, par le choc, par l'impulsion des pensées que provoque comme ça cette première vague d'émotions et de réactions. Laisse infuser, apaise le mental pour y voir clair en fait. Bande-toi les yeux pour y voir clair. J'aime bien cette idée. Et on l'a vu tout à l'heure, mais le 6, il évoque aussi. Là, tout le monde tourne le dos, hein. On voit personne de face. Quelque chose a eu lieu. On se dit, il n'y a plus rien à faire. Je laisse tout. Et on va écouter le silence. Là, on sent le silence. Il n'y a personne qui parle, là. On sent que c'est pas... là, il a la bouche ouverte. Là, il y a comme une forme de ricanement. Là, c'est vraiment le silence. Et c'est ça, justement, le piège des épées. C'est le mental qui tourne en boucle, qui analyse sans jamais atterrir. Et du coup, il coupe, mais sans jamais guérir. Et là, on se dit, ok, c'est la famille du mental. On doit l'écouter, mais l'écouter de manière sage, dans la clarté du silence, dans la clarté de ce que provoque le silence qui s'assimile au vide finalement. Et c'est dans le vide que tout se transforme, que tout prend naissance. Donc c'est assez paradoxal finalement. Stop le mouvement des pensées, mais les pensées limitantes, les pensées bloquantes. Accueille ce silence et vois ce qu'il en sort. Et c'est ce que dit Kuhn. La pensée sans ancrage, ça devient une prison. Je vous ai dit Kuhn, mais pas du tout, c'est Xun. Je suis désolée, je ne suis pas encore bilingue chinois, mais Xun nous rappelle que le vent, il peut être utile. Et il doit être soufflé dans une direction pour modeler. Le vent, ça modèle, ça se modèle. Et la clarté sans action, elle reste stérile. Et l'action, à l'inverse, sans clarté, elle est destructrice. Et c'est toute cette tension qui est super bien, je trouve, représentée dans cette famille. Il y a aussi l'as d'épée. Alors, c'est le point de départ, forcément, c'est un as. C'est le départ de toute énergie à l'état pur. Et la main, là, elle sort du nuage, elle sort de l'air. Elle tient une épée qui est dressée, qui est couronnée, entourée de rameaux. C'est pas rien, toujours une petite référence au christianisme. Il y a quelque chose de très solennel dans cette image, comme une forme d'investiture, de prise ou de reprise de contrôle. Et cet as, c'est le moment où la pensée devient claire, où on voit enfin, où on trouve les mots pour nommer quelque chose qu'on ressentait peut-être un peu confusément depuis quelque temps. Et c'est le souffle, Xun, à son origine, quelque part, avant qu'il devienne tempête ou brise, parce que le vent, il peut, voilà, ça peut être la tempête, ça peut être le souffle doux de l'été, comme ça, qui vient nous rafraîchir légèrement, et ça peut être, voilà, une tempête qui relève les mers, qui fait des tsunamis, enfin, c'est très, très violent. Si on manque de souffle, la voile du bateau, ça avance pas, ça stagne. Et d'un autre côté, si on en met trop, on contrôle plus. Et cet as, il nous dit, en fait, ça y est, tu vas réussir à être moins confus et à pouvoir... t'as trouvé la direction finalement. C'est une préparation aussi, on peut le voir aussi comme une préparation à quelque chose, hein, mais préparation qui est prête à être modulée selon la destination. C'est exactement ça la famille des épées. Est-ce qu'il y a vraiment eu préparation là-dedans ?
Est-ce qu'il y a eu une analyse suffisante avant le départ? Quand l'as d'épée arrive dans un tirage, on dit souvent tu as maintenant la clarté nécessaire. Et la question, c'est souvent ok, c'est clair, mais qu'est-ce que tu en fais maintenant? Je voulais aussi vous parler de celle-ci, qui est très très redoutée dans un tirage. La 9 d'épée, c'est la plus redoutée quasiment. Bon, elle est très parlante, il y a une silhouette assise sur son lit qui se prend la tête dans les mains. Le visage, il est carrément enfoui, quoi. Il veut rentrer dans ses mains. Et on a des épées suspendues dans l'obscurité. On pense immédiatement à l'insomnie, aux pensées comme ça qui tournent à 3h du matin et qu'on ne sait pas quoi faire pour arrêter. Et si vous regardez là en plus, je ne sais pas si on va bien le voir, il y a une bataille. Il y a une bataille, il y a un coup d'épée qui se lève sur quelqu'un qui est assis. Je ne sais pas si on le voit bien sur celle-ci. On le voit moins bien. C'est pour ça que j'aime bien aussi les jeux qui ont des couleurs différentes. Celui-ci, c'est US Game. Ouais. US Game. C'est le black and white. Vous pouvez le trouver facilement. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Il n'y a pas vraiment de marque. Je ne sais pas. C'est une sorte de vintage. On revient sur notre 9 d'épée. C'est ça la famille des épées, je trouve, il y a tout là-dedans. Il se cache encore le visage. On voit là, on rentre à l'intérieur. C'est ce qu'on nous demande aussi. 1, 2, 3, 4. Bon, lui... Mais là, les épées, elles viennent pas transpercer. On parle de souffrance mentale. Elle est réelle, elle est super intense, mais elle est construite par la pensée elle-même. Par la pensée elle-même. C'est vraiment la carte du mental poussé à l'extrême, qui s'auto-dévore. C'est pas une prophétie là. C'est comme un miroir. Et là, cette carte, elle dit, mais regarde ce que ta pensée te fait subir en ce moment. C'est dur, C'est dur et en même temps, c'est libérateur. C'est très libérateur. Alors, si j'ai pas mal d'épées dans un tirage, ou si oui, je me fais un tirage et j'ai des épées, cette famille, elle nous pousse à réfléchir à quoi, sur quoi. Elle peut nous demander quelle vérité j'évite de me dire, quelle vérité j'évite de voir. Qu'est-ce que cette vérité me donne à voir comme nouvelle direction? Il y a peut-être une décision qui fait peur et que j'évite, que je repousse encore, mais que je dois prendre malgré tout. Ça peut aussi, je vous parle toujours comme pour toutes les séries que je fais sur les éléments de manière générale, mais c'est vraiment pour faire comprendre ce sur quoi ça nous éclaire. Est-ce que vos pensées du moment, elles sont constructives ou est-ce qu'elles enferment? Qu'est-ce que vous portez encore et que vous n'avez pas osé lâcher? Qu'est-ce qui devient possible si j'arrête de résister? Il y a vraiment, oui, l'attention, c'est de la résistance. C'est de la résistance. Vous prenez un élastique et vous le tirez, il va être tendu. Voilà, je cède ou je résiste. Enfin, je craque ou je reste en place. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est très tendu cette famille. Ça peut aussi vouloir dire, y a-t-il quelqu'un à qui vous devez une vérité? Ce quelqu'un, ça peut être aussi vous-même. Suis-je dans un moment de discernement ou de jugement? Est-ce que j'ai bien tout analysé avant de poser la sentence? J'aime bien aussi me dire, si j'ose poser l'épée, donc le mental, si j'ose le poser un moment, si je fais place au silence, qu'est-ce qui en sort? Si je fais place au silence, qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce qui sort de ce silence? Voilà ce que je peux vous dire succinctement. J'espère avoir été assez claire dans ce que j'ai voulu vous transmettre de ma lecture de cette famille.
Je vous dis à bientôt. Salut, salut.